Vous êtes-vous déjà demandé comment une IA comme DALL-E arrive à créer des images aussi bluffantes à partir de rien du tout? Eh bien la réponse se cache dans un concept mathématique super astucieux, un truc qui a résolu un problème qu'on pensait vraiment impossible. Ça s'appelle l'ELBO, pour Evidence Lower Bound, ou en français la borne inférieure de l'évidence. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil génial qui permet au modèle d'IA d'apprendre quand les calculs, ils sont juste beaucoup trop compliqués. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le gros défi qui a tout déclenché en IA. Ensuite, on va plonger dans ce qu'est les Elbow et surtout comment ça marche concrètement. Puis, on verra où on le retrouve dans la nature, si on peut dire, et on finira par ses limites et ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Ok, pour comprendre l'ELBO, il faut d'abord comprendre le problème qu'il résout. Et tout commence par un mur. Vraiment, un mur de calcul, un truc tellement complexe que ça a bloqué pendant des années toute une partie de l'intelligence artificielle. Ce grand défi, c'est celui de ce qu'on appelle l'inférence bayésienne. Et la question au cœur de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose qu'on ne peut pas vraiment calculer? Imaginez un instant une recette de gâteau hyper complexe. Vous goûtez le résultat final, il est incroyable. Mais impossible de deviner la recette exacte juste avec le goût. Alors comment on ferait pour essayer de le refaire? C'est exactement ce genre de casse-tête que l'ELBO nous aide à résoudre en intelligence artificielle. Ce qu'on cherche à faire, au fond, dans plein de modèles d'IA, c'est de trouver ce qu'on appelle la distribution a posteriori. En gros, on veut comprendre les causes cachées. On les appelle les variables latentes Z, à partir des données qu'on peut voir, les données X. L'exemple classique, c'est la médecine. La maladie, c'est la variable cachée, Z. Les symptômes, c'est ce qu'on observe, X. La distribution a posteriori, PZ/X, c'est tout simplement la probabilité d'avoir telle ou telle maladie, sachant qu'on a observé tel symptôme. C'est ça le Graal. Et c'est là qu'arrive le fameux mur. Pour calculer cette probabilité pour chaque maladie, il faudrait un dénominateur dans notre formule, le fameux théorème de Bayes. Ce dénominateur, c'est l'évidence, P de X. C'est la probabilité d'observer ces symptômes, point barre, en moyennant sur toutes les maladies possibles et imaginables. Problème, calculer ça, c'est comme essayer de tester toutes les combinaisons d'ingrédients possibles pour retrouver notre gâteau. C'est une tâche, disons, herculéenne. En clair, c'est souvent impossible. Et voilà, on a mis le doigt sur le nœud du problème, l'intraitabilité. Pour les modèles qui nous intéressent vraiment, ceux qui travaillent avec des images, du son, du texte, cet obstacle est tellement immense qu'on dit qu'il est intraitable. Le calcul direct est tout bonnement hors de notre portée. Alors, que fait-on face à un mur pareil? Eh bien, les chercheurs ont été malins. Ils ont changé les règles du jeu. Si on ne peut pas escalader la montagne, on va trouver un moyen de la contourner. Et c'est là qu'entre en scène une idée brillante, l'inférence variationnelle. L'idée clé, c'est l'approximation. Au lieu de s'acharner à trouver la recette exacte et super compliquée de notre gâteau, on va faire autre chose. On va essayer de trouver la meilleure recette simple qui donne un goût aussi proche que possible. On se dit, ok, je vais me limiter aux recettes à base de chocolat par exemple. On choisit une famille de distribution simple, facile à manipuler, comme une gaussienne, et on cherche celle qui colle le mieux à la réalité. Cette vérité complexe qu'on ne peut pas calculer directement. Et c'est précisément là qu'intervient notre fameux ELBO, l'Evidence Lower Bound. L'ELBO, c'est notre nouvelle mesure de succès. C'est un score qu'on peut calculer pour notre recette simple. Plus ce score est élevé, plus on considère que notre approximation est bonne. Et toute l'astuce est là. Contrairement à la qualité réelle de notre approximation, qu'on ne peut pas mesurer, ce score, l'ELBO, lui, on peut le calculer. Et surtout, on peut l'optimiser, l'améliorer petit à petit. Alors là, on arrive vraiment au cœur du réacteur. C'est l'idée fondamentale. Regardez bien, la quantité qu'on cherche à connaître, le log de l'évidence, log P de X, qui est fixe mais impossible à calculer, est en fait mathématiquement égal à la somme de deux choses. D'un côté, notre score, l'ELBO, qu'on note LQ, et de l'autre, un terme qu'on appelle la divergence de Kullback-Leibler, ou KL. Cette divergence KL, il faut la voir comme l'écart, la distance entre notre approximation et la vraie distribution. C'est la mesure de notre erreur. Donc, on a cette équation magique, évidence égale ELBO plus écart. Bon, maintenant qu'on a l'équation, voyons un peu plus en détail la mécanique. Comment ça marche cette histoire d'LBO et divergence KL? C'est là que toute la magie opère. Alors, sans plonger dans une démonstration mathématique indigeste, l'intuition est assez simple. On part de ce qu'on veut, le log de l'évidence. Ensuite, on fait une petite manipulation astucieuse pour y introduire notre distribution Q de Z. Et puis, on applique une règle mathématique clé pour les fonctions comme le logarithme, qui s'appelle l'inégalité de Jensen. Et paf, ça nous donne une nouvelle expression qui est toujours plus petite ou égale à ce qu'on cherchait au départ. Et cette expression, eh bien, c'est notre LBO. Et c'est là que tout devient limpide. Reprenons notre équation. Évidence égale ELBO plus écart. L'évidence, la barre de gauche, c'est un total qui est fixe, il ne bouge pas. C'est notre objectif final même s'il est hors d'atteinte. Maintenant, imaginez qu'on optimise notre modèle. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire monter la barre de l'ELBO le plus haut possible.
Mais si le total est fixe et que l'elbow augmente, que se passe-t-il mécaniquement pour l'écart, la divergence KL? Elle est obligée de diminuer. C'est comme un jeu de vases communicants. En poussant l'elbow vers le haut, on écrase l'écart vers le bas. C'est ça le tour de magie. Et voilà, la transformation est complète. On a remplacé un calcul impossible, un problème d'inférence, par un problème d'optimisation. On a transformé un mur en une pente à grimper. Au lieu de devoir calculer un truc infaisable, on a maintenant un score, l'elbow, qu'on peut maximiser étape par étape avec des algorithmes classiques. C'est un changement de paradigme complet. D'accord, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie ça sert à quoi? Où est-ce qu'on trouve cet elbow? Passons de la théorie à la pratique et vous allez voir, il est un peu partout. Pour bien comprendre, il faut savoir que ces idées ne sont pas nées d'hier. Les premières versions, les méthodes de champ moyen, viennent en fait de la physique statistique, dans les années 90, avec des chercheurs comme Hinton. Puis, vers 1999, Michael Jordan et ses collègues ont vraiment formalisé tout ça pour l'IA. Mais le vrai tournant, c'est 2013. C'est là qu'on a développé l'inférence variationnelle stochastique, ou SVI, qui a permis d'appliquer ces méthodes à des montagnes de données, le fameux Big Data. Et aujourd'hui, l'elbow est vraiment un pilier de l'IA moderne. On le trouve au cœur des modèles génératifs, comme les auto-encodeurs variationnels, les fameux VAE, qui apprennent à créer de nouvelles images. Il est aussi la base des modèles de sujets, qui peuvent par exemple analyser des milliers d'articles de presse et en extraire les thèmes principaux. Et ça ne s'arrête pas là, on le croise en apprentissage par renforcement, en optimisation bayésienne, c'est un outil ultra polyvalent. Et pour que ce soit bien clair que ce n'est pas juste un concept académique, regardez cette citation. Elle vient directement du papier de recherche sur DALL-E, le modèle qui génère des images. Les auteurs écrivent noir sur blanc que leur procédure revient à maximiser l'évidence lower bound, les LB. C'est bien notre LB. Ça montre à quel point ce concept est fondamental, même pour les IA les plus spectaculaires d'aujourd'hui. Bon, l'elbow, c'est puissant, c'est clair, mais ce n'est pas une solution miracle. Il est important de comprendre ses limites et les compromis qu'il implique, et de voir aussi que la recherche continue d'avancer. Le deal avec l'inférence variationnelle, c'est un compromis. D'un côté, c'est super efficace, ça passe à l'échelle. Ça transforme un problème impossible en un problème d'optimisation. C'est le bon côté. Mais le compromis, c'est qu'on obtient une approximation, pas la réponse exacte. On peut se retrouver coincé dans des optimales locaux, et souvent on doit faire des hypothèses un peu simplistes pour que ça marche. On sacrifie la perfection pour la faisabilité. Et justement, la recherche dans ce domaine est loin d'être finie. Un des grands objectifs actuels, c'est de développer des bornes plus serrées. Une borne plus serrée, c'est simplement un elbow qui démarre plus près de la vraie valeur de l'évidence. Si votre point de départ est plus haut, l'écart à combler est plus petit, et on peut espérer une approximation finale de meilleure qualité. Et pour preuve que c'est un sujet brûlant, voici une citation d'un papier de recherche de 2024. C'est tout récent. On y lit que les auteurs introduisent une nouvelle borne pour faire de l'inférence. Ça montre bien que la communauté scientifique cherche en permanence de meilleures façons d'approximer ces quantités complexes. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir. Premièrement, l'elbow transforme un problème d'inférence qui était impossible en une tâche d'optimisation qu'on sait résoudre. Deuxièmement, maximiser l'elbow, c'est la même chose que minimiser l'écart entre notre approximation et la vérité. Troisièmement, c'est le moteur qui fait tourner de très nombreux modèles d'IA générative moderne. Et enfin, c'est l'illustration parfaite d'un compromis fondamental en IA, celui entre la précision et la faisabilité des calculs. Et je voudrais finir sur une question ouverte pour lancer la réflexion. Nos modèles d'IA deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus gigantesques. Est-ce que nos astucieuses approximations, comme le LBO, vont suffire? Ou est-ce qu'à un moment, on va avoir besoin d'une approche fondamentalement nouvelle pour raisonner sur l'incertitude et gérer l'inconnu? Le débat est ouvert.